C'est parti. Alors c'est bien que tu aies commencé par dire que je présente ma vision des choses, puisque je vais d'abord présenter la vision de la Commission européenne, et qui a servi un petit peu de cadre à notre discussion, et de décider qu'on présenterait d'abord ce cadre formel qui s'impose progressivement en fait dans les projets de recherche européens. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Et en même temps, ça a rejoint les discussions qui ont servi à préparer cette réunion. Accompagner les chercheurs pour produire des plans de gestion des données, ça se répercute non seulement sur des projets européens, mais aussi des projets nationaux, régionaux. Et c'est une montée en compétence des services pour aider les chercheurs sur ces questions. Nous-mêmes, dans mon service, puisque sans donner trop d'informations trop méttantes sur le sujet, je travaille dans un service d'accompagnement à l'ingénierie de projet, donc, qui accompagne les chercheurs donc sur le site nantais, mais mon service est implanté sur les deux régions, de l'idée d'un projet jusqu'à la contractualisation. C'est-à-dire que dès qu'un projet est accepté par la Commission européenne, on accompagne jusqu'au lancement du projet, puis les établissements porteurs ont la responsabilité de l'exécution des contrats. Donc, nous-mêmes, en amont, on est obligé de se poser des questions par rapport au cadre réglementaire qui est maintenant généralisé par la Commission européenne dans les projets et donc dans les appels d'Horizon 2020. Donc la présentation que vous allez avoir, je ne vais pas forcément m'étendre sur toutes les slides puisqu'il y a aussi des aspects pratiques. Mais l'idée, c'est de rappeler quelques principes généraux. Où est-ce que vous allez trouver l'information légale? Et ensuite, quelques exemples, ou plutôt où est-ce qu'on trouve les demandes fixées par le financeur dans un projet, et enfin les sources d'information. Alors si l'Open Access était un projet pilote pendant le 7e PCRD, et qui a été donc généralisé au début d'Horizon 2020, le pilote Open Data était d'abord une option fixée sur quelques programmes d'Horizon 2020 à partir de 2014. Cette option, elle a été rendue par défaut dans tous les programmes depuis les appels de 2017. Donc cette option, elle est d'un côté de participer à l'Open Research Data et en même temps de devoir produire un plan de gestion des données, c'est-à-dire comment on va traiter les données en général, les conserver, les rendre disponibles pour notamment une réutilisation. Les projets sont a priori obligés de suivre cette règle, sauf qu'il y a différentes situations qui permettent de s'en extraire, ce qu'on appelle l'option opt-out. On verra pas spécifiquement, mais il y a quand même plusieurs situations qui permettent de s'en extraire. Donc ce n'est pas une obligation qui s'applique à tous les projets de recherche. Néanmoins, la Commission européenne, dans ses formulations, elle conseille fortement de produire un plan de gestion des données, quoi qu'il en soit. Donc, étant donné que jusqu'à présent, c'était une option de participer à l'Open Research Data, la majorité des projets que notre service a eu l'occasion d'accompagner choisissaient l'option de ne pas y participer. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas montés vraiment en compétence dans ce genre d'exercice. Néanmoins, maintenant, on est face à l'obligation d'eux et on veut pouvoir également accompagner les enseignants-chercheurs et les chercheurs sur ces problématiques, tout en n'étant pas pour autant des spécialistes du sujet. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'appuyer sur des acteurs de différents services et que nous-mêmes, dans un pôle d'ingénierie de projet européen, on n'a pas forcément les compétences. On a du moins la vigilance et les questions à poser aux chercheurs pour mettre en place ces outils, ou du moins comment l'écrire dans un projet, mais on n'a pas forcément toutes les compétences. Alors, juste quelques petits mots sur les conditions qui permettent de ne pas participer à l'Open Research Data. Donc, c'est des questions qui vous sont posées en fait au moment où vous vous inscrivez dans un projet européen, au moment de la soumission. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment d'un projet. C'est-à-dire que si vous choisissez de participer à l'Open Research Data, mais que vous vous rendez compte par la suite que votre projet ne peut finalement pas y participer, vous pouvez le faire en amont de la contractualisation ou pendant l'exécution d'un contrat, donc en faisant un avenant à un contrat.
Et donc les raisons qui permettent de s'en extraire, c'est notamment l'obligation de protéger les résultats qui pourraient être exploités commercialement ou industriellement. Des problématiques de confidentialité ou de sécurité, des règles de protection de données personnelles, le fait que si on participe à l'Open Research Data, on ne pourrait pas atteindre les objectifs du projet, ou alors tout simplement que le projet ne générera pas ou ne collectera pas de données. Et puis enfin, toute autre raison légitime. Pour ça, il y a un nombre d'espaces que vous pouvez remplir avec des mots-clés libres. Juste pour vous dire que derrière l'obligation, en fait, toute obligation ou toute information qu'on suit dans les règles de la Commission européenne, elle se trouve traduite dans la convention de subvention. Vous trouvez ici en fait un extrait d'un article qui traite explicitement de l'Open Research Data, bien sûr en anglais, et où vous avez donc les choses qui doivent être respectées dans le cadre d'un projet. Notamment ici, donc c'est la mention que depuis 2017, cette Open Research Data il s'applique à tous les programmes d'Horizon 2020, à l'exception de quelques actions, notamment des actions destinées au PME, l'instrument PME, des actions CoFund et RANET ou les Proof of Concept des actions ERC, donc du Conseil européen de la recherche, pour ceux à qui ça parle. Sans forcément reprendre ce qui a pu être dit depuis ce matin, à savoir qu'est-ce que ça signifie de rendre accessibles les données de la recherche, vous trouvez donc à gauche le texte de la convention de subvention et à droite une traduction un petit peu de ce qui est demandé. Donc déposer les données dans un entrepôt de données, les rendre accessibles gratuitement pour en permettre une analyse, une exploitation, une reproduction, une dissémination. Et le tout, il faut pouvoir le présenter dans un document qui s'appelle le plan de gestion des données. Benjamin pourra, je pense, beaucoup plus nous donner un exemple concret sur cette question. Finalement, ça oblige, lorsqu'on commence à rédiger un projet, à d'emblée savoir jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on fera des résultats de la recherche. Autant les publications, elles sont souvent quand même anticipées par les chercheurs, mais maintenant la question des données de la recherche, elle amène de nouvelles questions. Et nous-mêmes, en phase d'accompagnement de montage de projet, on est amené à se poser ces questions pour anticiper la phase d'exécution. Donc là, je passe puisque ce sont les règles qui continuent d'être explicitées. Et ce que vous avez sur la droite, ce sont toutes les mentions qui vous permettent de vous extraire de l'Open Research Data. Ensuite, j'aborde très brièvement les moments où on est sollicité, où on doit marquer l'information dans un projet, donc autant en phase montage qu'en phase d'exécution. Je ne pense pas que ce soit le sujet le plus intéressant à étudier aujourd'hui, donc je pense que vous pourrez le regarder à tête reposée. Sachez seulement que dans les documents que fournit la Commission européenne pour rédiger les projets, tout est assez formalisé et on retrouve explicitement, autant sur des formulaires administratifs en ligne comme celui-ci, ou ensuite dans des extraits là, de ce qu'on appelle des templates de rédaction des projets, clairement des passages où on vous demande de formuler comment vous allez répondre à certaines questions. Et là, l'exemple tiré pour la formulation d'un DMP, vous devez pouvoir répondre, si votre projet s'inscrit dans le pilote, à l'ensemble de ces questions. Quel type de données seront générées ou collectées pendant le projet? Selon quels standards? Comment ces données seront exploitées? Comment elles seront rendues accessibles, etc. Et comment on les préserve et comment on les archive. Le tout donc formalisé dans un document, un DMP, qui devient un livrable dans le projet. C'est-à-dire que dans la phase d'exécution, tous les projets qui s'inscrivent dans l'Open Research Data doivent produire, au bout de 6 mois d'exécution du contrat, une première version de ce plan de gestion des données. Et puis le faire évoluer, l'actualiser à différents moments de la vie du projet jusqu'à avoir une version finale à la fin du projet, pour savoir aussi ce qu'on fait des données.
Donc ça rejoint une discussion que j'ai eue tout à l'heure pendant la pause sur la question des archives et qu'est-ce qu'on fait des données en général. Finalement, on est obligé de se poser la question, vraiment, on commence presque par la fin pour pouvoir commencer un projet. Mais peut-être que vous aurez des commentaires à ce sujet. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et puis finalement, la phase d'exécution, pour nous, et là je reviens à mon point d'introduction, de fait, excepté la partie théorique, c'est-à-dire mentionner le fait que oui, on s'engage à écrire, à produire un DMP et de le décrire dans un projet, on a déjà eu l'occasion de le faire, mais la phase de mise en pratique, on a encore peu d'expérience. Donc c'est aussi pour ça que je pense que cette journée elle est très utile pour tout le monde, puisque ça permet de faire un peu l'état des lieux des connaissances et puis surtout de mettre en réseau les différents acteurs qui peuvent y contribuer. À la fin de la présentation, vous pourrez retrouver où on trouve toutes ces informations et je crois que j'en dirai pas forcément plus, donc je passe le relais. À toi. Sauf si vous avez des questions sur la partie Europe avant que... Avant, pas, c'est bon. Tu peux m'ouvrir mon livre. Alors moi, j'avoue que je suis pas sûr de dire exactement ce que j'ai écrit, parce qu'en général, je pars un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Donc sur la partie, quand on a préparé cet atelier avec Gaëtan, les premiers échanges forcément tournent autour de l'obligation ou du caractère obligatoire d'un plan de gestion de données ou non. Ça a été évoqué aussi autour de l'atelier Open Access sur la carotte, le bâton, voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche vraiment, que ça fonctionne complètement pour tout le monde et pour tout le monde de la même façon. Mais on se rend bien compte forcément que c'est plus que compliqué, voire impossible que ça marche de la même façon. Preuve en est aussi l'auditoire, c'est-à-dire que, comme Raphaël disait tout à l'heure, la plupart des gens ici présents sont plutôt des ingénieurs d'accompagnement à la recherche pour aider tout ce qui concerne et tout ce qui tourne autour de l'open access, de l'open data, etc. et pas des enseignants-chercheurs, tout simplement parce que c'est bien la preuve aussi que toutes les personnes qui sont en accompagnement de ces projets de recherche sur ces thématiques-là, on en est tous au début. Alors ce n'est pas forcément le début de l'open access, ce n'est pas le début de l'open data pur et dur, mais on en est au début de la formalisation de l'activité. Et c'est ce qu'on disait, l'identification avec Gaëtan, d'essayer d'identifier vraiment toutes les ressources nécessaires, possibles, autour de cette thématique pour pouvoir travailler au mieux et pour pouvoir accompagner au mieux le chercheur. Il ne faut jamais oublier que on n'est pas là juste pour nous-mêmes, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de recherche, il n'y aurait pas de soutien à la recherche. On pourrait considérer aussi que sans soutien à la recherche est moins forte, etc. Certes, mais sans la recherche et sans chercheur, forcément l'accompagnement à la recherche aurait beaucoup moins de sens. Donc l'idée c'est d'essayer à la fois de monter en compétence pour développer toute cette partie-là, mais surtout de se mettre en réseau et d'identifier tout ce dont on a besoin. Ce sera l'objet notamment de ma dernière slide sur toutes les dimensions autour d'un projet. Et donc, quid des projets hors Europe? Parce que s'il y a une obligation ou caractère obligatoire pour les projets européens, l'aide au montage de projet, c'est quoi? C'est aussi d'être le meilleur possible en termes de conseils pour les chercheurs pour qu'ils gagnent, pas juste qu'ils participent. Et pour gagner, il faut se différencier. Pour gagner, il faut aller un tout petit peu plus loin que les autres. On sait que le taux de pression sur l'ANR est assez élevé, qu'il a même plutôt augmenté ces dernières années, même malgré certaines dernières promesses, mais en tout cas, le taux de pression a encore augmenté, notamment sur les ANR. À partir du moment où le taux de pression augmente, il faut se différencier. On sait aussi que globalement, tous les projets sont bons. Alors forcément, il y a sûrement quelques projets qui sont pas un peu moins bons, voilà. Mais on sait que tous les projets sont bons, qu'ils répondent globalement aux critères de l'ANR, en tout cas dans la thématique où ils sont. Donc, après, c'est vraiment dans la différenciation de ces projets, la petite plus-value qui va permettre au projet de se différencier. Et c'est ça la définition même de l'accompagnement d'un projet de recherche pour aller gagner et pas juste participer, j'insiste encore. Donc, il y a deux choses. C'est d'un côté, on sait qu'on a un caractère obligatoire au niveau européen. On sait que lorsqu'il y a un caractère obligatoire au niveau européen, à un instant T, on sait qu'à un instant T plus 2, T plus 3, je ne sais pas si je parle en mois ou en année, je ne sais pas trop, mais ça dépend. Mais
bah forcément il y aura un caractère obligatoire, ou plus ou moins obligatoire, en tout cas bien formalisé, que ce soit sur les projets ANR, sur les projets région. On a la chance au Pays de la Loire d'avoir une région, en tout cas sur la dernière période, qui finançait beaucoup la recherche sur projet, avec un modèle assez, en tout cas fondé sur les modèles européens en termes de description, description of work, etc., sur les objectifs, sur comment s'en rendre compte. Ils sont basés sur ce modèle-là. Donc, potentiellement, déjà, la région, on aura aussi une forme d'obligation si ça continue. Et puis, de la même façon, il y a d'autres types de financeurs, des associations, des fondations privées, et qui, de la même façon, ne vont pas inventer un mode de financement, mais qui se servent des modèles existants. Et souvent, le modèle existant dont on se sert, c'est le modèle européen. Donc, un caractère obligatoire qui va au côté Europe, mais qui va se décliner très bientôt sur les autres projets. Et donc, l'idée, dans tout cet échange, dans toute cette discussion, c'est de se dire, en région des Pays de la Loire, je vais en parler juste après, il y a un dispositif qui a été mis en place, un projet qui a été porté par les 3 universités en SHS, qui est le contrat de projet État-région. Et à partir du moment où il y a un projet qui s'est développé avec une ingénierie aussi d'aide au montage de projet, l'idée c'est d'être les plus performants possible et de faire en sorte qu'on puisse accompagner les projets aussi sur cette dimension-là, alors qu'aujourd'hui on ne le faisait pas. Ou en tout cas, on le faisait de manière... c'est comme, je ne vais pas le citer, c'est comme la prose, mais on en faisait un peu de plan de gestion de données, mais sans vraiment en faire. C'est-à-dire que dans les discussions, dans l'échange avec les chercheurs, on discutait sur comment ils allaient traiter leurs données, ce qu'ils allaient étudier, etc. Mais on n'entrait pas dans la formalisation même de cette gestion des données. Et donc, on se rend compte que la réflexion sur les données elles-mêmes avec les chercheurs, dans la discussion avec les chercheurs sur quelles données on va travailler, sur quelles données, comment elles vont être traitées, qui va être responsable de telle tâche, etc. Ça se rapproche énormément, je regarde les ingés Europe, mais ça se rapproche, c'est très très proche de tout ce qui est work package, etc. au niveau européen, mais qui va être le responsable de la tâche, qui va gérer, etc. Ça permet de construire tout simplement, ou en tout cas d'aider, c'est une nouvelle fenêtre sur la construction d'un projet de recherche. Puis je fais une parenthèse tout de suite, parce qu'on parle d'ANR, on parle d'Europe, on parle de projet région, donc ça veut dire que tout le monde valide le fait, ou quasiment, que projet égale financement, sinon il n'y a pas de projet. Il n'empêche que dans l'idée, à chaque fois, c'est de faire en sorte que les projets, on les prenne le plus en amont possible, c'est vrai pour tous. Et donc le plus en amont possible, c'est potentiellement juste, tiens, j'ai une idée de quelque chose, je ne sais pas du tout si je vais aller chercher des sous, je ne sais pas du tout si je vais aller gagner ou pas gagner, mais j'ai un petit projet. Et l'idéal, c'est de pouvoir essayer de rencontrer ces gens à ce moment-là, au moment du tout début du projet, pour pouvoir discuter, échanger, brainstormer autour du projet, sur l'organisation, etc. Et donc, cette nouvelle fenêtre autour des données. Je fais juste une présentation succincte et j'en profite pour les excuser. Pauline Razera et Julie Bourgeois qui sont absentes et donc qui ne pouvaient pas être là, sinon elles auraient été autour de table avec nous. Elles étaient prévues au pré-programme, mais comme toutes les deux, elles sont absentes. Mais voilà le dispositif, en tout cas, d'aide au montage de projets qui a été validé donc, par les trois universités sur le dernier contrat de plan État-région, avec 3 ingés de sites, Nantes, Angers, Le Mans, qui sont là pour aider à monter tout projet ou tout type de projet de recherche, en lien avec les directions recherche des universités, en lien avec certains laboratoires qui ont déjà aussi ce type de personnel, laboratoires, UFR ou autres, et que ce soit sur Nantes, Angers ou Le Mans. À partir du moment où on est sur 3 sites, ça veut dire qu'on décloisonne, en tout cas la perspective de cette cellule régionale, c'est absolument pas d'essayer de cloisonner et d'être en lien avec une politique d'un établissement particulier, c'est d'essayer de sortir de toute cette perspective d'établissement, mais d'être en soutien direct du projet de recherche et des chercheurs pour les accompagner au mieux en termes de conseils, d'avancées. Après, l'idée toujours, c'est de gagner. Et donc voilà les activités qu'il y avait aujourd'hui, qui sont, c'est une manière, je lance ça de manière très générale, mais une identification des AAP, c'est un vrai travail, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui nous contactent sur des thématiques. Et voilà, j'ai cette thématique, est-ce que vous connaissez un appel à projet qui correspond? Est-ce que vous connaissez des financeurs qui financent ce type de choses, à l'international, au niveau national, etc. Donc ça peut être des recherches à la fois, ce qu'on peut appeler de la veille sur les AP et sur la recherche de financement, ça peut être l'aide administrative, encore une fois j'insiste, mais en lien avec les directions recherche des établissements, forcément on est juste là en soutien et en diffusion d'informations.
La mise en relation avec d'autres chercheurs, parce qu'on vient nous contacter aussi pour nous... Il y a des nouveaux chercheurs qui arrivent sur le territoire et qui disent, bah voilà, je n'ai pas encore bien identifié qui travaille sur quoi, et moi ça m'intéresserait de développer un projet. D'autres qui sont là depuis très longtemps mais qui ne savent pas forcément, ou qui changent de thématique de recherche et donc qui viennent se renseigner, qui se tournent vers nous. Et puis, le cœur même, par rapport à une aide, je dirais, administrativo-classique, c'est pas péjoratif parce qu'elle est nécessaire, mais une aide administrative assez classique sur l'aide au montage de projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut remplir comme numéro à tel endroit, dans telle case, etc. C'est un vrai travail sur le projet lui-même, sur son organisation, sur les livrables, sur la structure même du projet, sur comment il va fonctionner au fil de l'eau, AT, AT+1, AT+2, AT+3, etc. C'est vraiment d'essayer de brainstormer autour de ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'un conseil scientifique, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un conseil scientifique, en fonction de la taille du projet, hein, bien sûr, il y a des tout petits, il y a des très gros. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans le cœur même du projet, de brainstormer avec les chercheurs pour pouvoir définir la meilleure organisation possible du projet. Et puis, il y a cette nouvelle activité, qui est la réflexion maintenant, accompagnement autour des données de la recherche, qui n'existait pas vraiment, à part ce que je vous disais tout à l'heure, où on le faisait vraiment sans le savoir ou de manière très petite. Mais là, on rentre vraiment plus en détail sur, on va rentrer plus en détail sur cet accompagnement pour discuter avec eux justement sur tout ce qui tourne autour de l'open data. Et ce qui a été présenté ce matin est tout à fait vrai. Enfin, j'ai trouvé les présentations super, et notamment, toutes. Il n'y a pas de notamment, parce qu'après ça veut dire que je fais une hiérarchie, mais non, toutes. Toutes, mais en tout cas, l'échange avec la partie sur le fait qu'il y a un fossé qui se creuse entre les chercheurs qui ont l'habitude de répondre à des appels à projets, ceux qui n'y répondent pas du tout. Ça renvoie aussi à toute la discussion autour de l'atelier Open Access sur comment on fait pour que les chercheurs entrent bien dans ce projet-là. Bah oui, mais déjà, en dehors d'Open Access, Open Data, il y a des chercheurs qui déjà travaillent avec quelqu'un d'autre, c'est toujours compliqué. Et de travailler en collectif, interdisciplinaire ou pas, etc. C'est déjà pas simple. Donc c'est déjà une première pierre. Et donc on sait qu'on part sur des temps de travail très longs sur l'accompagnement à la recherche. Mais c'est ce qu'a dit Véronique aussi tout à l'heure depuis le temps du travail autour d'Open Access. Mais oui, on est sur des temps très longs, assez longs. Effectivement, les établissements, à un moment donné, doivent prendre des décisions très fermes sur leur politique, sans doute, mais en même temps, ça n'empêche pas de travailler, je dirais, simplement, normalement, avec tous ceux qui sont dans cette dynamique-là. Et on a essayé de faire, j'insiste sur le mot, une sorte d'identification, et forcément, c'est marqué, hein, c'est non exhaustif, c'est vraiment à titre indicatif. Mais je commence sur la partie droite de la slide. Toutes les personnes ressources autour des plans de gestion de données. À la fois le pôle numérique de la maison, le service d'appui au projet Europe de fait, vu l'obligation maintenant que vous avez, tout le service de montage de projets hors Europe, SHS, donc c'est le dispositif CPER. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des ingés qui sont dans les labos, il y a des ingés qui sont dans les UFR, dans certaines autres structures. Le service de Valo, forcément, le service commun de documentation, le service juridique sur les données de la recherche, et potentiellement, en fonction du type, etc., de données qui seront recueillies, collectées ou non, retravaillées, je ne sais pas, le correspondant informatique aussi, liberté, potentiellement. Et toutes ces questions-là, on n'a pas... C'est pas affiné, c'est-à-dire que demain, il y a un chercheur qui arrive, on ne va pas lui dire aujourd'hui vous me voyez moi, puis demain vous voyez Gaëtan, et puis après-demain c'est le correspondant informatique. Ça n'a pas de sens. L'idée c'est de l'accompagner, c'est de l'aider. Donc c'est d'essayer de définir. Ça n'a pas de sens, et en même temps c'est impossible que chaque ingénieur soit complètement omnipotent. On peut pas, c'est juste impossible de connaître l'ensemble des dispositifs, à la fois nationaux, régionaux, Europe, qui touche à l'open data pur et dur, à l'open access, etc. C'est juste impossible. L'archive de données, je ne sais pas, j'en oublie sûrement, c'est juste impossible. Mais en même temps, on ne peut pas demander à un chercheur de dire, à partir du moment où vous aurez rencontré les 10 personnes qu'on vous a nommées, maintenant vous pourrez monter votre projet de recherche. Donc là, il y a un vrai travail à la fois d'échange entre nous, tous les services de soutien, de support, pour essayer de déterminer
la meilleure aide qu'on peut offrir aux chercheurs, mais je dirais mais pas que les ingénieurs, discuter aussi avec les enseignants-chercheurs et les chercheurs par rapport à, voilà, à ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin, quel type d'information. Mais enfin, ce qui est vraiment important, c'est que toutes ces dimensions sont aussi importantes les unes que les autres. Autant la dimension juridique, la dimension numérique du projet, forcément, la dimension socio-économique. Il y a certains projets, forcément, qui vont toucher à de la valo tout de suite, ne serait-ce qu'en termes de produits finis, mais les données elles-mêmes peuvent être valorisables. Donc il y a des questions financières pour les établissements qui sont non négligeables. Enfin, toutes ces dimensions sont aussi importantes les unes que les autres. Et puis la dimension aussi temporelle, c'est ce qu'a dit Gaëtan tout à l'heure sur la formalisation d'un plan de gestion de données. On est plutôt la formalisation du plan de gestion de données, Benjamin en parlera. On est plutôt sur, une fois que le projet est lancé, formalisons un plan de gestion de données, en plus qui peut être modifié, qui est modifiable au fur et à mesure de l'avancée du projet. Mais pour le faire le mieux possible, pour préparer le chercheur à y travailler, etc., il faut bien en amont, et donc là on est pendant la phase de montage du projet, c'est comment justement on accompagne ces chercheurs, quels outils on propose, et Stéphane va présenter Opida. Et puis ensuite, après, a posteriori, forcément sur la durée du projet aussi, l'archivage, etc., le stockage, ce dont on a aussi parlé ce matin, mais même aussi en termes de valorisation scientifique, de dissémination, etc., autour de tous ces projets. Et donc, très clairement, c'est aussi là, encore je reviens sur ce que je reboucle par rapport à ce que je disais au tout début, si tout autour de la table, ou en tout cas en fond de ça, de cette manière-là, il y a plutôt des ingénieurs, c'est vraiment la preuve qu'on est au tout début de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a, vu toutes les forces qu'il y a en région Pays de la Loire, d'ingénierie, d'aide au montage de projets, on devrait être en mesure de proposer quelque chose, et tout se globaliser, hein, quels que soient les services, on devrait être en mesure de proposer quelque chose aux enseignants-chercheurs de qualité sur l'accompagnement sur les DMP. Et je pense, c'est pour ça qu'on essaye de le développer au sein de la MSH pour les ANR, je pense que c'est une source de réussite supplémentaire pour les établissements. Voilà. Après, pour les chercheurs donc, et pour les établissements, parce qu'on sait que les établissements c'est important, les indicateurs en termes de gains, ERC, Europe, ANR, etc., on sait que c'est des indicateurs forts, mais pour les chercheurs et pour leur recherche, je pense vraiment que c'est une plus-value pour les accompagner dans leur projet de recherche. Après, ce n'est qu'un avis et chacun se fera le sien. Mais en tout cas, toutes les forces sont présentes en région pour pouvoir développer ça, et je dirais même à l'interrégion aussi. Et pas forcément qu'en région, mais à l'interrégion, à la fois la commune, je regarde la MSHB aussi qui est présente. Donc voilà, toutes ces forces, vraiment, peuvent nous mener à quelque chose de sympathique, mais encore faut-il organiser tout ça. Et c'est un gros travail à faire. Voilà pour moi.